Hello à tous, on est à la Maison des Avocats aujourd'hui pour lancer ce format Les métiers du droit, c'est quoi? C'est un podcast qui va vous permettre de rencontrer une nouvelle profession à chaque épisode. Et quoi de mieux pour lancer ce format que d'interviewer aujourd'hui Pierre Hoffman, qui est le bâtonnier de Paris pour les 15 derniers jours de l'année 2025 et qui va nous donner ses impressions sur le bâtonnat et sur son métier d'avocat. Bonjour Colin. Bonjour monsieur le bâtonnier, merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec joie, bienvenue. J'avais cette passion des grands avocats qui plaidaient des robes noires. Il y a 20 ans, 25 ans, on était à la cour d'appel, il y avait les Badinter, les Henri Leclerc, les Jean-Louis Pelletier. Donc on était peut-être moins nombreux qu'on l'est aujourd'hui et donc il y avait un prestige, le prestige de la robe, le prestige des audiences. Donc j'ai toujours été attiré par cela. Donc je fais mes années classiquement, j'étais un étudiant extrêmement moyen. Il ne faut pas le dire, il paraît à la caméra, mais je le dis quand même. Parce que je m'ennuyais un chouïa. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de rentrer dans la vie active. Et il y a 20 ans, arrivait l'envie des grands cabinets anglo-saxons qui arrivaient sur la place. Je faisais de la propriété intellectuelle, j'y ai été. C'était mon dernier stage et je ne m'y suis pas vraiment plu. À faire des audits de marque, j'avais envie d'être libre. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un grand pénaliste qui s'appelle Jean-Louis Pelletier. Et sur un coin de table, il m'a proposé une collaboration. Et donc, j'ai quitté le cabinet d'affaires parisien pour aller prêter serment chez lui et aller dans les prisons le lendemain. Voilà. À l'origine, on a toujours la maison du barreau qui est à la Cité, en face de la cour d'appel. Et en 2018, on a déménagé en face du tribunal judiciaire. Voilà. Vous ne pouvez pas le louper, vous avez 28 étages, on est au 28e étage et donc là on est dans la cité, au cœur des Batignolles. Comment est-ce que vous avez vu la pratique évoluer aujourd'hui et vers quoi vous pensez qu'elle tend? Quand j'ai été élu au Conseil de l'Ordre en 2015, c'était le début des réseaux sociaux. Donc les premiers c'était Facebook, ça va vous faire sourire, c'est pour les darons, comme diraient mes enfants. Je suis en 2015 dans l'ancien palais, à la cour d'appel, avant le déménagement. Je suis membre du Conseil de l'Ordre et on est en 2016 et il y a les premiers votes sur le fait qu'on puisse, un avocat, aller à la télévision, ce qui vous paraît, vous, aujourd'hui, préhistorique. Mais pour vous dire comment ça a évolué avec l'arrivée des nouveaux métiers, des nouveaux modes de communication, des nouveaux modes de façon d'exercer. Un avocat peut être un peu mass market, avoir 100 ou 200 clients sans forcément les voir. Ça a été une vraie révolution. Alors je vais vous montrer deux pièces importantes. L'éventail de Marie-Antoinette qu'elle a offert à son avocat avant de monter sur l'échafaud. Donc c'est une pièce de musée qui appartient au musée du barreau de Paris. Regardez l'éventail de Marie-Antoinette. Et ça, c'est ce qui va vous intéresser aussi, c'est que je suis bâtonnier. Alors le bâton qui protège et en même temps le bâton qui frappe un peu. Donc j'ai cette double fonction de protéger mon barreau et en même temps de régler des problèmes, donc déontologiques, disciplinaires. Je suis en fin de mandat et je vais le transmettre à mon successeur et on passe le relais, on se passe le bâton de bâtonnier à bâtonnier. En fait, vous partez du principe que vous ne vous appartenez plus, c'est une charge. Donc c'est comme un sportif, à tel point que je fais attention à mon alimentation, je ne bois pas une goutte d'alcool pour tenir un rythme. Il faut comprendre que, voilà, c'est un réflexe, dans 20 minutes je vais regarder mon portable, qu'est-ce que j'ai un WhatsApp, parce que des urgences, elles peuvent arriver à tout moment, un samedi, un dimanche. Il peut y avoir un incident d'audience au tribunal, appelé, il faut un représentant du barreau. Voilà, je vais vous faire visiter notre salle du Conseil de l'Ordre. Salle Henri Leclerc, un des plus grands pénalistes que nous ayons connus. Donc là, vous rentrez dans un endroit qui est assez prestigieux. Regardez, c'est notre salle du Conseil de l'Ordre. Vous avez 42 membres. Chacun a son parapheur. Donc un membre du Conseil de l'Ordre, il va être élu pendant 3 ans. Il est bénévole. Il a simplement le droit à la fin de son mandat de repartir avec son parapheur. Et je préside ce Conseil de l'Ordre, voilà, je suis au bout. Voilà ce qu'on fait. Donc, barreau de Paris, c'est 34 000 avocats. Ici, vous êtes à la Maison de l'Avocat, plus de 250 salariés. Donc, c'est une grosse machine. Et voilà, donc là, vous êtes dans le cœur du réacteur. Est-ce que vous arrivez à identifier ce point de votre personnalité que vous retrouvez dans votre profession?
Moi, je vous dirais d'abord, ça va vous surprendre, l'ADN, c'est le doute. Celui qui pense avoir réussi n'a rien compris à l'exercice. On a le serment d'avocat que vous apprendrez quand vous le serez, mais il manque à mon sens 2 notions à ce serment d'avocat qui sont le courage et l'humilité. On peut être brillant, mais si à un moment on ne se jette pas dans l'arène, c'est un sujet. Et en même temps, il faut être d'une humilité absolue. Même si je suis de l'école Federer, je rends hommage à Rafael Nadal, qui est le champion par excellence, qui est humble et qui sait qu'il peut perdre à tout moment, que c'est un combat contre soi-même. Donc, c'est une remise en question permanente. Est-ce que vous pourriez nous raconter, si vous vous en souvenez, de la première fois que vous avez plaidé? Je vais vous dire une chose, j'ai toujours le trac, toujours, depuis le début. Et j'ai une anecdote, si c'est ça qui peut vous amuser, c'est qu'un jour, mon premier patron, c'était avant de plaider aux assises, Jean-Louis Pelletier, donc le pénaliste, était un personnage haut en couleur, truculent, méridional, avec un accent que je ne peux pas imiter. Je lui avais demandé un conseil la veille de plaider aux assises. Et il m'a donné une leçon de vie, il m'a regardé de haut et il m'a dit « Vous plaiderez debout, en robe et si possible en français ». Sur le moment, j'avais envie de le tuer de mes propres mains. L'audience s'est passée, pas trop mal. Et donc, vous plaiderez debout en robe et en français. C'est le meilleur conseil qui m'est donné, que je pourrais aussi vous donner, qui est en fait, tu te débrouilles. Tu oses, tu fonces, tu te débrouilles, tu vas y arriver, pète-toi la figure, mais vas-y, et vas-y, ose. Avocat, c'est le plus beau métier du monde. Vous êtes libre, vous en faites ce que vous voulez. Alors évidemment, et plus on est libre, plus on travaille. Parce qu'on rend des comptes à ses clients, c'est difficile, mais c'est une aventure incroyable. C'est mon sujet. C'est-à-dire que si avec une seule chose à retenir de mon bâtonnat, c'est mon investissement sur l'IA. Je vais dans les gros cabinets d'avocats et je vois qu'ils ont leur IA maison, ils investissent des millions. Et je sors, je dis mais comment on va faire nous pour nous en sortir? Et donc mon sujet, si vous voulez, c'est la fracture numérique entre les gros et les petits, et pour ne pas le dire, comment on fait les autres? Ils ont que ChatGPT. Mais derrière tout ça, il y a une idée qui est économique. Sur 34 000 avocats, 14 000 sont seuls ou à deux. Et donc moi, j'en ai créé un marché en disant, ok, j'ai 14 000 avocats, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Et donc on a signé des partenariats, dont un notamment où j'ai mis de l'argent sur la table pour que ces 14 000 avocats puissent avoir gratuitement accès à un outil d'intelligence artificielle, c'était Dallos pour ne pas le nommer, gratuitement pendant 15 mois avec un peu de formation, c'est-à-dire qu'on te donnait les codes à la condition que tu aies fait 4-5 heures de formation préalable. Moi, mon discours, c'est rien ne remplacera jamais l'humain. En revanche, celui qui ne maîtrise pas l'outil, il y a un sujet. Donc, raison pour laquelle, en 2024, on a fait d'autres partenariats. Au début, c'était des partenariats très généralistes. On a signé avec Doctrine, avec Gemini, avec Papers, avec Ordali. Et le dernier en date, c'est Cedi, au pénal. Parce que le sujet aussi, c'était quand vous avez un dossier pénal, qu'est-ce que vous en faites? Et c'était en circuit fermé pour que il ne puisse pas y avoir le problème de données qui partent et on est passé des outils généralistes et là on est en train de préciser les choses. D'autres barreaux ont suivi, Bordeaux, Lyon, Marseille. D'ailleurs, je salue mes amis marseillais, je leur dis toujours qu'ils sont à jamais les premiers, sauf sur l'IA. Et ça a été au début une révolution et puis à tel point que j'étais invité au sommet de l'IA en février 2025 au Grand Palais. J'étais le seul avocat là-dedans. Il faut comprendre qu'il y a un mouvement de déjudiciarisation. Aujourd'hui, c'est difficile de vivre de 100% de judiciaire. Donc, il y a ces outils-là, mais il faut accepter aussi, jeunes étudiants, que le conseil va être une activité qu'il va falloir développer aussi. Si vous n'êtes pas ultra spécialisé dans votre matière, vous êtes avocat généraliste et vous faites un peu de tout, ça va être de plus en plus compliqué votre modèle économique. Et c'est qu'il ne faut pas non plus que ça distance nos liens. Ça peut être perçu par les avocats, je ne peux pas voir le juge, je ne peux pas la porter fermée, j'ai les outils. Donc ça, c'est aussi très difficile à accepter, cela. Raison pour laquelle, ici, on a fait énormément de petits pots, viens voir ton juge, des petits déjeuners, pour essayer de recréer un contact humain. Alors ça, est-ce que se dire bonjour, se serrer la main, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. Avec joie, merci pour votre invitation.